Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Le sultan Bonaparte, vous allez comprendre pourquoi j'emploie ce terme en ouverture d'émission. Le sultan Bonaparte aurait-il découvert le secret de la grande pyramide et surtout la chambre secrète? Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À la faveur de la campagne d'Égypte, le futur empereur des Français aurait-il découvert le secret de Khéops, la plus grande des 3 pyramides du plateau de Gizeh? Eh bien, c'est la question que pose et à laquelle répond à travers son roman Philippe Bornet. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Bénédy. Alors vous venez de publier, Philippe Bornet, aux éditions Édite, un roman. Édite, hein, c'est ça, Édite. Oui. Un roman intitulé Sultan Bonaparte. Première question sur laquelle nous allons revenir et que nous allons développer évidemment pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette figure historique de l'histoire de France? Moi, tout me fascine dans Bonaparte. D'abord, son caractère. C'est une personnalité tellement riche. Mais je crois que ce qui me fascine le plus, si vous voulez, c'est que j'ai toujours admiré les maîtres aux échecs et les gens qui, par leur intelligence, dominent leur entourage. Ouais. Et je crois que c'est le calculateur de génie que j'admire le plus dans Bonaparte, c'est le stratège. Pour bien comprendre ce penchant, cette admiration, il faut savoir que vous êtes vous-même un grand amateur d'échecs. Hein. Ah oui, j'aime beaucoup les échecs, mais alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout un maître. Je suis même un joueur, à mon avis, assez mauvais, parce qu'il m'arrive d'être distrait. Mais j'apprécie beaucoup les échecs et je m'intéresse beaucoup à la philosophie et à la stratégie des échecs. Bien, nous allons y revenir donc sur ce portrait du général Bonaparte à l'époque de la campagne d'Italie et d'Égypte. Donc, je vous avais reçu pour mémoire pour votre livre sur la tunique d'Argenteuil, Sanguis Christi, coécrit avec Gérard Lucotte, un livre que l'on trouve aux éditions Guy Trédaniel. Un livre qui continue à bien fonctionner? Très bien, je n'ai pas de chiffres définitifs naturellement, mais l'éditeur nous a dit qu'il en avait vendu 1000 exemplaires avec certitude au cours des 2 premiers mois ce qui est bien, ce qui est très bien. Oui, c'est un succès. Bon, alors dans la seconde partie de l'émission, dans ces aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, je recevrai le directeur de publication du magazine Nexus qui, dans son nouveau numéro, contient un dossier historique des plus passionnants. Des vestiges tout à fait bizarres ont été trouvés sur le continent américain qui tendraient à prouver que des relations entre ce continent et l'Asie et l'Afrique existait bel et bien avant la découverte officielle de Christophe Colomb. Ce sera donc dans la deuxième partie de cette émission des aventuriers de l'étrange. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Philippe Bornet, j'ai le grand plaisir de vous recevoir ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange pour votre roman publié aux éditions Édite, un roman intitulé Sultan Bonaparte. Avant d'aller plus loin, Édite vient d'ouvrir un nouveau site internet, vient de créer son site internet, je veux dire. Oui, les éditions Édite qui existent depuis l'an 2000, comme toutes les petites maisons d'édition, sont extrêmement dynamiques et donc elles ont ouvert un site marchand où vous pouvez acheter le roman Sultan Bonaparte et évidemment un certain nombre d'ouvrages que je vous recommande. Et l'adresse est très simple à retenir, édition au pluriel, -édite, .fr. Très bien, on y reviendra évidemment tout au long de cette émission. Alors, Philippe Bornet, revenons sur la question que je vous avais posée en introduction. Voulez-vous bien, je vous prie, nous brosser le portrait du général Bonaparte avant la campagne d'Égypte? Eh bien, c'est un homme qui est arrivé. C'est d'abord un très bel homme, je le dis pour nos auditrices féminines. Il est au mieux de sa forme et il n'a pas encore cette obésité qui 5 ans plus tard va un peu déformer ses traits. C'est un très joli garçon. Il a les yeux bleus, les cheveux blonds, les cheveux mi-longs qu'il porte encore en oreille de chien. Il a un catogan. Et il les retient serrés derrière sa tête, et il est auréolé d'un prestige extraordinaire, puisqu'il a vaincu 6 armées autrichiennes en Italie. Il est à 2 doigts de prendre le pouvoir, et naturellement, comme il le dit lui-même, la poire n'est pas mûre, et donc il tourne un petit peu en rond, parce que il sait très bien que ce prestige, fatalement, comme tout, va s'user en France, et que dans 3 mois, il ne sera plus rien. Alors, il existe un vieux projet qui s'appelle, qui date du ministre de Louis XV Choiseul, qui consiste à couper la route commerciale des Indes, à la couper aux Anglais.
Et donc, il est à la recherche, si vous voulez, d'un projet de rechange, d'une nouvelle gloire à acquérir. Le directoire lui propose d'envahir l'Angleterre, et lui est plutôt partisan d'une approche indirecte, aurait dit Lee de Lart, le fameux critique militaire anglais. Il voudrait non pas attaquer l'Angleterre directement, mais débarquer en Égypte et mettre l'Angleterre à genoux. Alors, le portrait de l'homme lui-même. Alors, vous voulez dire intellectuellement? Ah oui. Alors, oui. Donc Bonaparte on dirait qu'il est un peu sorti de Sciences Po. Alors, je dis Sciences Po au sens laudatif du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une très grande culture générale. C'est ça qui fait la différence avec peut-être d'autres généraux issus du Rhin, qui sont avant tout, il faut bien le reconnaître, des sabreurs. Donc Bonaparte a été formé par l'Ancien Régime. Il est sorti de l'école militaire, qui est une sorte de Sciences Po et en même temps d'école de guerre, dont l'idée d'ailleurs remonte à la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour. Il est artilleur de formation, si j'ose dire. Et oui, c'est ça, il est extrêmement cultivé, il s'intéresse à tout, il a lu énormément, et c'est ça qui fera la différence. Si vous voulez, c'est que c'est finalement un homme de bibliothèque. Ça peut paraître étrange de dire ça, n'est-ce pas? Mais Bonaparte est avant tout un intellectuel, même si c'est en même temps un homme d'action, et c'est un homme qui aime théoriser, et qui a tout lu sur le passé militaire de la France et il a tout lu sur les campagnes de César, d'Alexandre, d'Égypte. Vous savez qu'il y a deux grands livres de chevet qu'ont tous les militaires à l'époque, c'est les commentaires de Jules César, La guerre des Gaules, et les vies parallèles de Plutarque, où on raconte la vie des grands hommes grecs et romains. Et il a ça sur sa table de chevet. Donc c'est un rêveur accompli. Je veux dire par là que c'est un rêveur dont le rêve a une logique interne extrêmement rigoureuse. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon Bonaparte était d'abord possédait une intelligence rare, ça c'est une évidence. Est-ce que c'était quand même un surdoué? Comme tous les surdoués, oui, c'est un créatif, on dirait plutôt qu'un surdoué. Vous savez, le surdoué, il a de bonnes notes en classe. Et Bonaparte, on n'avait pas toujours. Il avait été mis au piquet. Par exemple, il était très mauvais en allemand. Il était très mauvais en calligraphie. La calligraphie, c'était important à l'époque. Il fallait bien écrire pour être lisible. Et comme vous savez, il avait une très mauvaise écriture. Il était bilingue. L'italien était en fait sa langue maternelle, mais il n'écrivait bien, il ne parlait bien ni l'anglais ni l'italien. Donc il avait des points faibles et le point fort, évidemment, vous le savez tous. La tradition sur ce point a dit vrai. Il était extrêmement fort en mathématiques et tout particulièrement en géométrie. En latin, il était faible, donc vous voyez, sur son carnet de notes, on met pas mal de mauvaises notes. Mais il avait, si vous voulez, ce que n'a pas le surdoué, il avait un génie créatif, il avait une aptitude à rêver, et surtout, parce que moi aussi je suis un rêveur, mais il avait une aptitude à transformer son rêve en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui a transformé le monde autour de lui. Ah, complètement, oui, tout à fait. Était-il superstitieux? Oui, il était superstitieux. Ça c'est son côté corse. Il doit y avoir quelques Corses qui nous écoutent, mais ils ne diront pas non. Et donc il avait... C'était très important pour lui, hein? Oui, c'était très important. Toute sa vie, Bonaparte a eu la sensation que sa destinée était menée, était dirigée par une force supérieure, qu'il était un instrument de la Providence. Il l'a dit très clairement. Je suis mené par une force qui m'est supérieure vers un but que j'ignore. Et donc, je pense que l'Égypte faisait déjà rêver tous les Français à l'époque. Alors, il y avait un certain nombre de poncifs, d'images toutes faites sur l'Égypte. On pensait que l'Égypte était un pays merveilleux. Nous avions un de nos consuls ou un de nos écrivains voyageurs qui s'appelait Magalon, qui avait fait une description de rêve de l'Égypte, un peu comme on trouve dans les lettres persanes de Montesquieu, une sorte de paradis terrestre. Oui. Voilà, alors donc les odalisques sont belles, les loukoums sont délicieux, on fume la pipe et voilà, les femmes sont envoûtantes. Alors c'est un petit peu vers cette Égypte-là que se sont embarqués les Français et en débarquant, ils ont trouvé une réalité qui, naturellement, était un peu différente. Évidemment. On va revenir sur les enjeux de la campagne d'Égypte et puis les grandes phases de cette campagne. Une question qui nous éloigne pas tant que ça du sujet finalement. J'ai lu un roman ou deux là-dessus, lu quelques articles, et là j'ai noté une chose tout à fait intéressante. Question, Napoléon était-il franc-maçon? D'autant que le navire sur lequel il embarque, le navire amiral qui va l'amener en Égypte, s'appelait l'Orient.
Alors Napoléon n'était pas franc-maçon, mais il détestait, si vous voulez, que ne pas diriger, si vous voulez, quelque chose. En revanche, il s'était arrangé pour que son frère Joseph fût franc-maçon, et donc Joseph Bonaparte était un franc-maçon de très haut grade, et toute sa vie, Bonaparte a essayé de contrôler la franc-maçonnerie. Ouais. Donc c'était vraiment un manipulateur de génie. Un très fin politique, quoi. Oui, ça, il y a pas de doute là-dessus, et tout particulièrement avec la maçonnerie. Alors au début, les choses se sont passées relativement bien, et puis à partir du début du consulat, les choses se sont passées quand même un peu moins bien. Donc Bonaparte jouait sur une ambiguïté. Il était à la fois l'héritier de la Révolution et en même temps le souverain d'une 4e dynastie. Et si vous voulez, cette ambiguïté, au bout d'un certain temps, a été intenable. Oui, tout à fait. Dernière chose pour revenir sur le dossier superstition, est-il vrai que Napoléon, le jour où il devait faire l'attentat, quand il a vu que ce n'était pas un bon jour, ça tombait un vendredi, je crois, a repoussé le coup d'État? Là, vous me posez une colle. Je donc. ne le sais pas, mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que Napoléon, en effet, attachait une grande importance aux dates, et en particulier, par exemple, il a toujours noté que le Marengo et Friedland étaient des dates anniversaires, puisque c'est le 14 juin dans les deux cas. Et donc, il était attentif aux signes, si vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. Dans le fameux film Austerlitz d'Abel Gance, à un moment, Pierre Mondy, qui joue le rôle de Napoléon, dit « Le ciel me parle ». Et alors ça, c'est un petit détail extrêmement vrai. Bonaparte a toujours cru, en effet, que l'au-delà lui parlait. Il était attentif à ce qu'on lui disait. Ouais. Pour conclure cette première partie, avant de rentrer de plein pied dans cette campagne égyptienne, votre roman est-il un roman ou est-il très près de la réalité historique? Où avez-vous placé le curseur? Alors, le curseur, le lecteur peut le trouver très aisément. Si vous voulez, dans ce livre, tout est vrai, même les plus petits détails, auxquels peut-être le lecteur ne portera pas attention. Mais si je dis par exemple que Barras invite Bonaparte et qu'il boit du Côte-du-Rhône, c'est parce qu'il préférait le Côte-du-Rhône. D'accord. En revanche, vous avez des personnages fictifs que le lecteur peut parfaitement identifier. Donc il y en a essentiellement 2 ou 3, c'est-à-dire la comtesse Vandramine, le comte d'Entraigues et Théophras Bombast von Hohenheim, qui sont tous les droits des espions. Et alors, donc si vous voulez, ces espions, ils ont une vie particulière, ils ont leur vie propre, mais ils ont beau s'évertuer, si vous voulez, ils n'arrivent pas à dériver le cours de l'histoire, qui évidemment se passe et se déroule exactement comme les livres d'histoire nous l'enseignent. Alors il y a juste une seule liberté que j'ai prise avec la réalité historique. J'ai fait rentrer le général Dumas à la même date que Bonaparte d'Égypte, et là, si vous voulez, il y a une erreur une erreur volontaire de quelques mois, mais ça me permettait de ménager une fin particulièrement dramatique, et donc j'ai pris cette petite liberté avec l'histoire. Mais je n'ai pas fait comme Alexandre Dumas qui disait on a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire un enfant. Alors, je ne l'ai pas violé, et en revanche, je lui ai fait un enfant. Très bien. Philippe Bornet, une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour rentrer de plein pied dans votre roman, dans les préparatifs de cette campagne d'Égypte, et puis découvrir ensemble avec vous les enjeux de cette campagne d'Égypte, les grandes phases, et puis savoir un petit peu quel a été le fruit, le produit de cette campagne d'Égypte qui a amené après Napoléon vers la destinée que l'on connaît. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sultan Bonaparte, aux éditions Édite. C'est un roman, 350 pages, à peu près, 340, 350 pages. Gros roman, très fluide, qui se lit vraiment de manière très simple. Ça a été une recherche de votre part, cette fluidité, beaucoup de rythme? Ah, toujours, oui. Moi, je dis, vous voulez, mon ambition est d'être un écrivain populaire. J'ai toujours été un admirateur de Jules Verne, un admirateur de gens moins connus, comme par exemple d'Henry, qui est un écrivain militaire à succès du début du siècle. Vous avez dans toutes nos banlieues, vous avez généralement une rue du colonel Drian. Alors Drian, c'était le vrai nom de d'Henry,
qui était un militaire mort dans l'offensive des Ardennes en 1914 et qui écrivait pour la jeunesse des romans d'anticipation, des romans de guerre. Et donc c'est un maître, un peu comme certains écrivains maritimes anglais. Et donc j'ai ce modèle sous les yeux et je m'efforce, si vous voulez, de faire un roman populaire dans le bon sens du terme, un roman à suspense, où les gens apprennent quelque chose, mais avec un divertissement. Tout à fait, et ça l'est, c'est réussi en tout cas. Merci. Alors, je vous en prie, vous êtes bien dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous allons revenir, cette fois-ci, aborder les côtes égyptiennes. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio. Philippe Bornet, romancier, cette fois-ci c'est au titre de romancier et historien que je le reçois dans Les Aventuriers de l'étrange pour son roman Sultan Bonaparte aux éditions Édite. Rappelons l'adresse du site internet où l'on peut se procurer, en plus de toutes les bonnes librairies, les Fnac, les Virgin, etc., votre roman. Le site internet c'est édition-edite.com. Edite .fr. .fr, voilà, et non pas .com comme je l'ai dit en me trompant. Parfait. Alors, Philippe Bornet, expliquez-nous en détail les enjeux de la campagne d'Égypte, parce que dans votre roman, on vit toute cette phase préparatoire. Ah oui, alors donc la campagne d'Égypte, d'abord c'est un vieux projet. C'est pas du tout un projet farfelu comme on l'a dit, non, c'est faux. Un écrivain vénitien qui s'appelait Torcello, on avait déjà eu l'idée un siècle ou deux avant Bonaparte, et il avait écrit un livre qui est un classique de l'histoire italienne. Donc l'idée est très simple. Nous connaissons aujourd'hui la route du pétrole qui passe par le golfe de Suez. D'où la guerre en Irak, oui. Voilà. Et bien, donc là, c'est une autre route qui est la route de la soie qui existe depuis 2000 ou 3000 ans. C'est la route des caravanes, si vous voulez. Et donc l'idée, c'est de couper la route commerciale de l'Angleterre et donc de lui faire plier les genoux. Alors pourquoi ne pas débarquer en Angleterre ? Eh bien d'abord parce qu'on a déjà essayé un tout petit peu avant. On a essayé de débarquer en Angleterre avec le général Hoche, donc il y a eu une expédition en Irlande, ça a été un échec. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, les Anglais, certes, ont une flotte très supérieure en nombre. Avec l'amiral Nelson à sa tête, quand même. En fait, c'est plutôt Lord Jervis qui est le patron de Nelson. Et Nelson, si vous voulez, est un brillant second. C'est un lieutenant de très grande qualité. Oui, d'accord. Mais la flotte française a essayé de débarquer et elle a couru des bordées dans le Channel pendant 14 jours avant que la flotte anglaise ait réussi à l'intercepter. Alors, 14 jours, c'est énorme, parce que même à l'époque, on peut traverser la Méditerranée en un jour. Oui, bon. Oui. Et donc, les choses ne sont pas gagnées d'avance. Et d'ailleurs, le directoire pense fermement à une nouvelle tentative de débarquement. Et puis, le délabrement de la flotte française est tel, parce que pendant la Révolution, elle a été très malmenée. Les marins ont énormément émigré, leurs places ont été prises par des gens qui ne sont pas toujours compétents. Et donc, il y a eu beaucoup d'accidents en mer. Et puis, naturellement, des vaisseaux perdus au combat. Donc ça, c'est le premier point. On a moins de matériel que les Anglais, alors qu'on les a battus 20 ans avant avec notre allié américain. On était les meilleurs sur les mers. Ça y est, on a repris la médaille d'argent. On est à nouveau second. Ouais. Et puis, si vous voulez, on a perdu énormément de marins à Quiberon. Les Anglais, je vous rappelle, en 94, ont essayé de débarquer avec pas mal d'émigrés français. Ils ont été battus et le peu qui restait a été fusillé. Donc on n'a plus de marins et on n'a pas beaucoup de vaisseaux. Alors pour débarquer en Angleterre, évidemment, c'est très compliqué. C'est un peu léger, oui. Oui. Alors bon, l'idée qu'on a, et Bonaparte souffle un peu dans cette direction parce que il a peur de ternir sa gloire. Il voudrait un coup sûr, si vous voulez. Et donc il propose, avec quelques vieux rafiaux puis quelques autres qui sont quand même de meilleure qualité, de débarquer en Égypte et donc d'approcher de manière indirecte le léopard britannique. Voilà un petit peu quelle est l'idée de Bonaparte, et elle n'est pas du tout folle comme on l'a dit.
La France a tout à fait les moyens de cette expédition militaire au-delà des mers, qui aurait très bien pu d'ailleurs se terminer après le départ de Bonaparte par une occupation persistante de l'Égypte, qui serait restée une colonie française à cette époque-là. Ça aurait très bien pu se produire. Mais alors, comment se présente l'Égypte à cette époque-là, justement, tant au niveau social que politique? Alors, au niveau politique, c'est un pays occupé. Elle fait partie de l'Empire ottoman, l'ottoman qu'on appelle à l'époque l'homme malade de l'Orient. Il est pas si malade que ça. D'ailleurs, il va réagir vigoureusement. Et alors, les Français pensent avec une certaine naïveté qu'en débarquant en Égypte, je dirais pas en donnant un coup de fil au grand Turc, mais en envoyant Talleyrand, si vous voulez, on va réussir à ménager la chèvre et le chou, on trouvera un accommodement, ça va pas être si grave que ça. Alors, il faut bien reconnaître que la suzeraineté de l'Empire turc est un peu affaiblie, si vous voulez. Elle est pas purement nominale, mais enfin, c'est quand même assez lointain. Alors, par ailleurs, c'est un pays où il y a, comme aujourd'hui, une forte minorité chrétienne de Coptes. Et c'est un pays qui, il faut bien le reconnaître, n'a guère évolué depuis l'Antiquité. La manière d'irriguer les champs et de cultiver la terre est toujours la même. Et donc c'est un pays musulman, et les Français, évidemment, vont y débarquer, et ils vont prendre bien soin. Vous parliez tout à l'heure de l'Irak, mais quand les Américains ont débarqué en Irak, ils ont cassé la machine administrative irakienne. Les Français ne commettront pas cette erreur. Dès qu'ils arrivent, ils disent clairement partout qu'ils sont venus pour protéger deux choses, le commerce et qu'ils aiment Mahomet. Et un des premiers soins, quelques heures seulement après avoir débarqué à Alexandrie, un des premiers soins de Bonaparte, c'est de faire dire la prière comme tous les soirs. L'administration va rester l'administration d'avant, il n'y aura pratiquement aucun changement. Le seul petit changement, c'est que les Coptes, qui sont en tant que chrétiens évidemment quand même les alliés naturels des Français, auront un rôle un peu plus important qu'auparavant, mais on ne touchera pratiquement à rien, et Bonaparte mettra la main uniquement sur l'armée, quelques richesses, et il combattra uniquement les Mamelouks, cherchant toujours à avoir de bonnes relations avec les musulmans. Ce qui est très intelligent, très fin comme approche. Il n'a pas le choix. Il peut pas avec 30 000 hommes. Puis c'est pas son intérêt. Et donc, en plus, si vous voulez, l'armée qui débarque est théoriquement une armée athée, même s'il y a beaucoup de chrétiens dans les rangs de l'armée française. Oui, révolution oblige. On n'est pas si loin que ça. Et d'ailleurs, Bonaparte se fait gloire d'avoir menacé le pape dans sa puissance et dans ses proclamations. Il répète toujours il a failli entrer à Rome et mettre le pape à genoux. C'était Pie VII, à cette époque-là. C'est Pie VI. Pie VI. Pie VII sera nommé d'ailleurs quelques années plus tard. Ouais, très bien. Et alors, quelles ont été les grandes phases de cette campagne égyptienne? Alors là, il y a eu deux campagnes, la campagne égyptienne et après il y a la campagne de Syrie. Alors, en ce qui concerne la campagne égyptienne, si vous voulez, il y a deux phases. Il y a la conquête de la basse Égypte, c'est-à-dire le delta, le triangle inférieur, et il y a également la conquête de la haute Égypte, qui d'ailleurs ne sera pas du tout le fait de Bonaparte, et je n'en parle pas dans mon roman, parce que je voulais le faire au début, et puis c'était un peu trop complexe, ça rallongeait le roman de manière un peu inutile, et on perdait cette unité d'action qui est importante dans une histoire. Donc Bonaparte, lui, va se charger uniquement de la conquête de la Basse-Égypte. Il débarque à Alexandrie, qui est quasiment, pas tout à fait, mais presque le seul port égyptien, donc on n'a pas beaucoup le choix. Et débarquer à Alexandrie permet d'être du bon côté du fleuve, si j'ose dire. C'est-à-dire de ne pas se perdre dans ce lacis inextricable de canaux plus ou moins artificiels qui se trouvent dans le delta et où on aurait trouvé des obstacles à chaque pas et où on aurait nécessité de franchir à chaque fois des obstacles et des rivières et des canaux. Donc on débarque à Alexandrie, on remonte la rive gauche, c'est-à-dire qu'on est en limite du désert, on remonte la rive gauche de la branche occidentale du Nil. J'espère que tout le monde se fait une carte dans sa tête. Et donc, le seul obstacle qu'on aura à franchir, c'est de franchir le Nil lui-même quand on sera à la hauteur du Caire, car à l'époque, c'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque, le Caire est sur la rive droite. Donc ça, Bonaparte y arrive très bien. Les obstacles, c'est surtout la soif. C'est la cavalerie mamelouk qui est extrêmement brillante,
mais si vous voulez, qui n'a pas cette cohésion et cette organisation interne de l'armée française, c'est-à-dire qui par exemple est incapable de charger en échelon. C'est une cavalerie qui, comme dans les films du cinéma, chacun galope et on y va, quoi. Et charge pour lui-même, si vous voulez. Oui. C'est quoi une charge en échelon? Alors une charge en échelon, c'est-à-dire que tout le monde est en ligne, oui. Contrairement à ce qu'on voit au cinéma, et souvent d'ailleurs au trot plus qu'au galop. Oui. Et le but, évidemment, c'est d'avoir une bonne coordination de tout l'échelon qui charge, et non seulement de tous les cavaliers au sein d'un même échelon, mais en même temps des échelons les uns après les autres. C'est comme plusieurs vagues qui arrivent sur une digue. D'accord. La première vague fragilise, et il faut que la deuxième vague arrive ni trop tôt ni trop tard, parce que si elle est trop proche du premier échelon, si vous voulez, elle va donner dans la confusion et les différentes troupes vont se piétiner. Tout ceci est très difficile à synchroniser, c'est le fruit d'une longue expérience de la guerre, et ceci, les Mamelouks en sont incapables. Et quelles sont les grandes batailles qui mettent à genoux finalement l'Empire ottoman en Égypte? Alors, écoutez, il y a deux petites introductions, dont la bataille de Chobrakit, un petit peu après le débarquement, et puis finalement la grande bataille, à vrai dire, il y en a qu'une, c'est la bataille des pyramides. Voilà. Qui est une bataille qui plaît beaucoup aux peintres parce que les trois fameuses pyramides dont nous avons lieu historique évidemment sont derrière, si vous voulez, à l'horizon. Et donc, en deux mots, l'artillerie des Mamelouks n'est pas de bonne qualité, bon ça on s'en doute, puisque l'artillerie évidemment occidentale est bien supérieure. Ils ont une excellente cavalerie, mais qui a plus de courage à la limite que le cavalier français, qui d'ailleurs est très rare, puisque les Français n'ont embarqué qu'1 millier de chevaux, ils ont très peu de cavalerie. Et l'astuce consiste à transformer chaque division en une espèce de forteresse qui marche. Un peu comme du temps de la phalange macédonienne. Simplement là, c'est une phalange creuse, formée en carré, qui d'ailleurs, on ne le sait pas toujours, marche en promenant avec elle une espèce de clôture avec de grands piquets et des chaînes. Et quand elle se déplace, elle déterre ses piquets, elle va les replanter un peu plus loin. Donc c'est pas très pratique. Alors les Mamelouks viennent se briser contre cette espèce de forteresse vivante. Ils finissent par être dispersés, et le petit camp Mamelouk qui se trouve sur la rive gauche est tourné, tombe aux mains de l'ennemi, et là c'est la panique. Un certain nombre de Mamelouks essaient de franchir le Nil à la nage, et là naturellement ils sont tous noyés, et d'ailleurs les cadavres vont flotter pendant très longtemps sur le Nil. Alors est-ce que Bonaparte s'est intéressé de très près aux monuments égyptiens dans leur globalité et à leur symbolique historique? Énormément intéressé, et non seulement lui-même et son Institut d'Orient, qui était une espèce d'académie flottante, mais tous les savants qu'il a emmenés avec lui, en particulier des mémoires qui sont passionnantes à lire, qui sont d'ailleurs un véritable roman vrai, comme j'aime. Ce sont les mémoires de Vivant Denon, qui sont parus chez Pygmalion, ils ont été réédités il y a quelques années. Donc tout le monde se passionne pour l'Antiquité. On peut dire que les savants français ont refondé l'égyptologie, ils ont fondé l'égyptologie, et donc tout ceci, beaucoup plus tard d'ailleurs, va se traduire par un ouvrage absolument merveilleux qu'on appelle la description de l'Égypte, en plusieurs volumes, extrêmement précieux encore aujourd'hui, et qui d'ailleurs à l'époque avait été tiré à 2 exemplaires, dont 2 par département, si vous voulez. On avait tiré un certain nombre d'exemplaires pour qu'il y en ait une dans chaque préfecture, et donc cet ouvrage paraîtra je crois en 1803 ou en 1804, enfin bien après l'expédition d'Égypte naturellement. Alors il faut bien noter également qu'historiquement l'Égypte et le retour d'Égypte a marqué les esprits, puisqu'il y avait même un style, on le trouve d'ailleurs encore dans les meubles style empire, style retour d'Égypte. Oui. Si vous voulez, dans le style empire, il y a 2 périodes. Il y a le retour d'Égypte, et puis après il y a le style empire qui lui est beaucoup plus lourd et beaucoup moins joli. Et c'est dire si ça a marqué les esprits d'ailleurs. Ça a énormément marqué les esprits. Et s'il y a une chose qui est incontestablement un aspect positif dans la destinée de Bonaparte, c'est le fait qu'il ait réveillé la culture égyptienne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne lui retirera jamais et a marqué à son crédit.
Oui. Nous allons faire une pause, Philippe Bornet, et ensuite parler de cette séquence ô combien intéressante où Bonaparte, avec Kléber notamment, va partir à la découverte des pyramides et de la pyramide de Khéops. On va y rentrer à la suite de Bonaparte, et c'est vous qui allez nous servir de guide. Et là, on va parler d'une hypothèse de construction qui est, ma foi, assez pertinente. Vous allez nous dire où est-ce que vous l'avez pêché, cette hypothèse de construction. Nous sommes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Philippe Bornet est en ma compagnie, c'est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir à l'occasion de la sortie de son roman Sultan Bonaparte aux éditions Édite. Je vous rappelle d'ailleurs que tout à l'heure on restera un petit peu dans le contexte, même complètement dans le contexte historique, puisque je recevrai dans la deuxième partie de cette émission le directeur de publication du magazine Nexus, qui dans son nouveau numéro de ces 2 mois qui vient contient un dossier historique tout à fait intéressant, des vestiges tout à fait étonnants trouvés sur le continent américain prouveraient qu'il y avait des relations très étroites et des relations très suivies entre le continent américain et puis le continent asiatique et africain, bien avant la découverte officielle de l'Amérique par Christophe Colomb. Est-ce que ça vous surprend, ce genre de choses d'ailleurs, Philippe Bornet ? Pas tellement, non. Enfin, je crois avoir lu beaucoup de choses sur le sujet et bon, évidemment, le 1492 a été élevé au rang de mythe, mais bon, les choses ne sont pas passées en une seule année. Non, tout à fait. Et le pauvre Christophe Colomb prend du plomb dans l'aile, d'ailleurs, historiquement. Écoutez, ça donne toujours des films agréables à regarder, en tout cas. Alors, Philippe Bornet, le général Bonaparte, vous nous l'avez dit précédemment, était très intéressé par tout ce qui était l'histoire égyptienne, puisque bon, l'Antiquité égyptienne a été extraordinaire, a brillé comme un phare sur toute la civilisation occidentale. Il s'est passionné très rapidement, j'imagine, pour les pyramides. Oui, il les a visitées, même si la date que j'ai donnée n'est pas exactement la bonne, mais enfin ça m'arrangeait de la changer de quelques semaines, quelques mois. Et donc je prétends dans mon roman qu'il l'a visité de manière intégrale, ce qui est exact, et qu'il aurait même découvert quelque chose auquel nous aspirons tous depuis qu'Hérodote nous l'a promis, c'est-à-dire la découverte de la fameuse chambre secrète de la pyramide, la 4e chambre, où, paraît-il, le tombeau du pharaon se trouve dans une petite île entourée par les eaux noires du Nil. Oui, très belle histoire, hein ? Ah, c'est une peut-être très belle histoire, mais... Écoutez, moi j'en ai beaucoup parlé avec un grand expert architecte qui s'appelle Pierre Crozat, et si vous voulez, tous les travaux de Pierre Crozat sont basés sur la constatation de base que Hérodote a bien raison de nous dire que les pyramides ont été construites par un système de levier, et pas du tout avec des plans inclinés de terre pour monter les pierres une à une. Donc si Pierre Crozat donne raison à Hérodote pour ce qu'il arrange, il faut qu'il soit logique avec lui-même et peut-être qu'il accepte aussi de dire qu'Hérodote est vrai, mais de A jusqu'à Z, et pas seulement prendre les petits morceaux qui l'intéressent. Alors, que nous dit Hérodote ? D'abord, qui était Hérodote et que nous raconte-t-il ? Alors, Hérodote est avec Thucydide, le père à la fois de l'histoire, mais... il a fondé également une autre profession qui vous plaira, Monsieur Bénédicte, puisque c'est celle de journaliste. Ah oui. Oui. Alors, donc c'est un journaliste né, et plutôt que de procéder par grande synthèse, Hérodote, lui, est un homme du quotidien. Alors, il voyage beaucoup. Il va voyager l'Égypte, qui constitue un des livres de ses histoires au pluriel, et il a non seulement un talent de conteur, mais il a un talent d'enquêteur. Si vous voulez, il fait ce que savent faire les journalistes, c'est-à-dire qu'il se promène dans la rue et il observe et il comprend. Voilà. Donc il part du quotidien pour élargir sa vision, et donc c'est à la fois très agréable à lire et en même temps très instructif, évidemment. Oui, ça a été un témoin privilégié de cette période. Oui, et il a pu interroger donc des prêtres égyptiens qui étaient encore là à l'époque. Il leur a demandé ce qui s'était passé quelques siècles plus tôt, et donc il rapporte ce qu'ils disent. Alors c'est vrai qu'Hérodote, un peu comme les journalistes parfois, manque parfois un peu d'esprit critique. Mais il a quand même rapporté un mode de construction de la pyramide qui est quand même très vraisemblablement le bon. Alors en 2 mots,
on pense encore actuellement, même les universitaires les plus rodés, qu'on a construit la pyramide assise par assise, c'est-à-dire couche par couche, en montant les étages et en montant des pierres très lourdes sur une espèce de plan incliné qui permettait de les tirer et de les élever petit à petit. Avec donc un plan incliné extrêmement long. Eh ben tellement long d'ailleurs qu'il faudrait plus de travail pour le remblayer et le déblayer que pour construire toute la pyramide. Donc une certaine absurdité. Alors on a essayé d'y remédier en trouvant des solutions un peu intermédiaires avec des plans inclinés qui faisaient le tour de la pyramide, etc. en spirale. En spirale, voilà, c'est ça, jusqu'en haut. Oui. Donc Pierre Crozat, lui, s'est demandé quel est le mode le plus économique, le moins fatigant, parce qu'il fait chaud là-bas, pour tirer les pierres. Bon. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on pense quand on a regardé les péplums américains sur le sujet, il n'y a pas d'esclaves en Égypte et ce sont uniquement des travailleurs salariés. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, la méthode la plus simple en fait, c'est après avoir bien cherché sur le plateau de Gizeh le point idéal, et alors il faut étudier essentiellement le système des failles primaires et secondaires. C'est un plateau calcaire, donc il y a des failles. Une fois qu'on a trouvé l'endroit idéal et où les failles sont orientées comme on le souhaite, il faut casser le plateau couche par couche et utiliser le système des failles secondaires pour découper les pierres. Donc là, on n'a pas besoin de les transporter de très loin et le système des failles primaires et secondaires est en quelque sorte un pointillé qu'on a seulement à suivre avec ses ciseaux. On appelle ça d'un mot particulier le démisage des pierres. Donc démiser une pierre, c'est utiliser une faille préexistante pour la découper. Ouais. Donc on a fait ça sur le plateau. Donc là, déjà, on met à mal la théorie selon laquelle les pierres auraient été transportées par bateau et viendraient d'une carrière très très loin du site lui-même. Ben voilà, exactement. Donc c'est une. Alors il y a une exception, c'est les énormes morceaux de granit qui sont utilisés à 2 endroits dans la pyramide et qui eux viennent de très loin puisque le plateau de Gizeh est uniquement en calcaire et ne possède pas de granit. Et d'ailleurs, Crozat nous expliquera d'ailleurs comment ces pierres ont été mises à leur place. Et donc il faut vous imaginer la pyramide construite petit à petit. On part d'un pyramidion élémentaire, c'est-à-dire d'une mini pyramide, et on rajoute une couche supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne procède pas assise par assise, mais couche par couche. Et les pierres ne sont pas montées grâce à un plan incliné, mais par un système, une série de leviers, un levier par gradin, et donc les pierres, de proche en proche, sont montées jusqu'en haut. On rajoute une couche, puis une couche, puis une couche, puis une couche, puis une couche. Et la manière dont vous disposez vos pierres les unes par rapport aux autres détermine une pente pour cette pyramide. Une pente d'ailleurs qu'on ne peut plus changer à partir du moment où le pyramidion est construit. Il a déjà lui-même une petite pente et le fait de rajouter une couche ne modifie pas cette pente. Si à un endroit vous ne mettez pas une pierre, à ce moment-là vous allez avoir petit à petit, si les trous dans les couches se correspondent, vous allez avoir construction donc d'une galerie descendante. Et ce qui est intéressant, c'est que cette galerie va descendre ou monter toujours également avec la même pente, qui est donc prédéterminée. Alors, donc ça nécessite déjà à la base un plan extrêmement précis et une méticulosité dans la mise en œuvre extrêmement précise. Oui, tout à fait, bien sûr. Il faut savoir à l'avance ce qu'on doit faire. Et mais enfin, les Égyptiens étaient capables de faire des choses comme ça. C'était de brillants constructeurs. Vu les autres monuments qu'ils ont laissés, oui, largement. Oui. On le pense tous. Alors, la seule chose qui reste à expliquer, c'est comment les blocs de granit se sont retrouvés là où il fallait. Alors, c'est là où Crozat a du génie. Il explique que la fameuse galerie ascendante, ce qu'on appelle une espèce de couloir qui monte vers la chambre de la reine et du roi, cette pente, lorsqu'elle était encore à ciel ouvert, a été utilisée elle-même comme une sorte d'ascenseur oblique pour monter les énormes blocs de granit qui pèsent 12 à 15 tonnes. Et il explique avec des arguments très pertinents que le système qui a permis d'y adapter d'ailleurs des cordes et des contrepoids qui se trouvent dans la chambre du roi était en quelque sorte le même mécanisme que vous avez dans votre ascenseur, c'est-à-dire ces espèces de gros blocs de fonte qui font contrepoids. Simplement là, le couloir de l'ascenseur était oblique. D'accord. Effectivement. Et ça semble
je veux pas utiliser un terme très compliqué, mais ça semble simple finalement. Enfin, presque évident, je serais tenté de dire. Mais c'est tellement évident que je pense que Crozat a raison, bien que je sois évidemment un âne en égyptologie et en architecture, c'est que même pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, sa théorie est tellement simple, claire, limpide et belle intellectuellement qu'elle résonne d'un son sympathique et qu'elle est, à mon avis, absolument vraie. C'est la théorie la plus simple qu'on puisse trouver pour expliquer la construction des pyramides. Oui. Et est-ce que cette théorie a été s'est frottée au monde des égyptologues qui sont extrêmement frileux dès qu'il s'agit de nouveautés, surtout dans ce domaine, ou au monde scientifique en règle générale? Eh bien, cette année même, en Égypte, Pierre Crozat organise un symposium scientifique. Et donc les plus hautes autorités égyptiennes, en particulier des représentants du ministère, seront là, ainsi que des gens qui travaillent en France, des ingénieurs de l'école des mines, je crois, etc. Et donc le fameux concept que je viens de vous exposer va probablement être validé de manière définitive. Ouais. En tout cas, il trouvera sa place et on ne pourra plus, si vous voulez, l'ignorer. On sera obligé de faire état des deux théories, les théories dites rampistes et les théories dites d'accrétion exaucement, qui sont celles de Pierre Crozat. Ouais. Et alors, qu'en est-il du texte d'Hérodote? Jusqu'où va-t-il? Parce que bon, là finalement, Pierre Crozat dans sa théorie est en parfaite adéquation avec ce que dit Hérodote. Oui. Mais il y a autre chose également dans le texte d'Hérodote. Donc Hérodote dit qu'il y a une fameuse chambre. On connaît 3 chambres dans la grande pyramide. De haut en bas, la chambre du roi où se trouvait le sarcophage, mais ce sarcophage vide. On l'a trouvé vide, attention. Voilà. La chambre de la reine et la chambre souterraine. Alors cette chambre souterraine est très étrange, elle est un petit peu biscornue, si vous voulez. On dirait qu'elle n'est pas véritablement construite, mais qu'elle a été découverte, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, tout à fait probable, dans la mesure où ce genre d'anfractuosité se trouve dans les terrains calcaires, sous l'effet de l'érosion des eaux. Et donc, cette chambre souterraine, qui est en dessous de la pyramide, à l'intérieur du rocher, eh bien, elle se prolonge de manière horizontale par une sorte de tunnel qui fait, je crois, si mes mémoires sont bons, environ 12 à 15 mètres et qui est à peine suffisamment grand pour laisser passer un homme qui avance à 4 pattes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la grande pyramide de Gizeh, il n'y a absolument rien d'inutile. Or, encore actuellement, on ne sait pas exactement, enfin on ne peut pas expliquer à quoi sert ce canal horizontal qui part de la chambre souterraine. Et qui aboutit à quoi d'ailleurs? Eh ben, à mon avis, et vous le lirez dans mon roman, qui aboutit à la chambre secrète. Ça, c'est une théorie à moi, et elle n'est pas complètement stupide, car un autre égyptologue qui s'appelle Pauchant, qui a écrit un livre en 1973, a dit qu'il avait, qu'il a en quelque sorte la même théorie que moi. Vous voyez, j'ai rien inventé, et il a fait une expérience très simple. Il lance un trousseau de clés dans le canal horizontal, et là, il y a un phénomène de résonance indéniable, comme si en dessous du canal horizontal se trouvait un passage ou une autre pièce. Et donc, c'est là où je pense que si vraiment la chambre secrète existe, à ce moment-là, très probablement, on peut y accéder par le canal horizontal. Oui. Parce que dit Hérodote concernant cette chambre secrète? À quoi ressemblerait-elle? Alors, il semblerait que ce soit une île. Donc, cette île se trouvait à l'époque au même niveau que le Nil, puisqu'elle communiquait par un canal souterrain avec le Nil lui-même. Donc déjà, c'est une pièce immense pour pouvoir y mettre une île au milieu. Immense peut-être pas, mais enfin elle doit avoir quand même une certaine taille, et donc il y a une petite île au milieu qui, d'après Hérodote, serait le lieu véritable de la dépouille de la momie du pharaon. Et sans aller trop loin, pour ne pas déflorer évidemment le livre et ce sujet, Bonaparte et ses amis y arrivent. Eh bien oui. Bien malgré eux d'ailleurs. Ils y arrivent un petit peu par hasard. Mais enfin, il faut compter sur le hasard et sur la chance, disait Bonaparte. Et donc ils se retrouvent, si vous voulez, à côté de cet îlot. Ils tombent de haut en bas, si vous voulez. Et après s'être relevés, par bonheur, eh bien si vous voulez, ils trouvent
le canal de drainage qui reprend l'eau du Nil et qui va vers le fleuve. Donc c'est un petit peu par ce coup de théâtre que je réussis à faire sortir Bonaparte de sa grande pyramide, car vous le verrez, un méchant espion a fait tout ce qu'il fallait pour lui barrer le chemin normal. Mais alors, dites-moi, quand vous avez exposé cette théorie à Pierre Crozat, comment l'a-t-il reçu? De la chambre secrète, je parle. Pierre Crozat, comme tous les scientifiques, se refuse à parler et à formuler des hypothèses sans avoir d'arguments pour les valider. Par ailleurs, l'ambition de Pierre Crozat n'est pas de nous expliquer à quoi servait la Grande Pyramide. Il n'est pas du tout spécialiste des religions antiques. Lui, c'est un bâtisseur et un constructeur, un architecte. Voilà, c'est un constructeur. Et ce qu'il veut nous expliquer, c'est comment cette Grande Pyramide a été construite. Et quand je lui dis, mais à quoi sert donc ce canal horizontal? À vrai dire, il n'en sait trop rien. Je lui ai posé la question plusieurs fois, il n'a pas d'explication réelle. Et si vous voulez, c'est la seule question que je lui ai posée d'ailleurs à laquelle il n'a pas pu répondre. Et quand je lui dis il y a peut-être une chambre souterraine, il dit mais oui, pourquoi pas, mais en tant que scientifique, je n'ai pas d'opinion sur la question. Philippe Bornet, une pause à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants, toujours en compagnie de votre roman Sultan Bonaparte paru aux éditions Édite. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Philippe Bornet est en ma compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour la sortie, aujourd'hui d'ailleurs précisément, de Sultan Bonaparte, votre roman Philippe Bornet paru aux éditions Édite, et roman que l'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Virgin, dans tous les points de vente de livres bien entendu, et également sur Internet. On cite l'adresse de ce site Internet parce que il vient de se créer chez ce jeune éditeur qui vous a accueilli. C'est donc édition au pluriel, _, édite.fr. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est tout à fait ça. Mais on peut faire .com aussi, ça marche quand même. Bon, d'accord. Parfait, très bien. Donc édition au pluriel, _, édite.fr. Revenons à cette pyramide. Vous-même, êtes-vous allé en Égypte? Je connais la réponse, mais je pose la question pour mes auditeurs et auditrices. Et quel a été votre sentiment à la découverte de ces monuments absolument mythiques? Alors écoutez, une grande émotion, mais il faut dire qu'il existe environ 365 pyramides en Égypte, et pas seulement 3. Et si vous allez jamais un jour en Égypte, je vous conseille d'aller à Gizeh, bien sûr, mais surtout aussi de remonter la rive gauche du Nil sur quelques kilomètres, et pour ça il vous suffira de louer pour une somme relativement modique un beau taxi au Caire même, à côté du Hilton, et d'aller vous promener à Dachour, qui était il y a encore quelques années un terrain militaire, et là vous aurez 3 autres pyramides, à mon avis encore plus belles, dont la fameuse pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale, et là vous aurez un cadeau merveilleux. Vous aurez, si vous arrivez en fin d'après-midi, le site quasiment pour vous tout seul. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que autant à Gizeh, si vous voulez, il y a beaucoup de touristes et de gens qui veulent vous vendre des souvenirs, autant à Dachour, si vous voulez, il y a le désert, les pyramides et vous. Et une partie de l'émotion qu'on ressent, c'est le fait d'être seul à seul avec ces pyramides en plein désert. Et expliquez-nous ce qu'est cette pyramide rouge et puis surtout cette pyramide rhomboïdale, comme vous dites. Alors la pyramide rouge, elle doit à sa couleur à cette espèce de pierre spéciale qui a servi à sa construction, une sorte de grès, si je me souviens bien, qui est un peu rougeâtre et qui fait très bel effet au coucher du soleil, c'est absolument magnifique. Et alors la pyramide rhomboïdale, c'est une pyramide à double pente, qui est très bien conservée, donc si vous voulez, elle monte avec une pente relativement importante, et après la pente diminue, et donc vous avez en quelque sorte une deuxième pyramide posée sur le sommet de la première. Et cette pyramide rhomboïdale, qui est plus ancienne encore que celle de Gizeh, est encore recouverte, si vous voulez, d'une espèce de revêtement terminal qu'on donnait aux pyramides, qui est en assez bon état. Et les pyramides de Gizeh, autrefois, avaient également un revêtement, elles avaient une paroi lisse, mais maintenant évidemment comme les premières couches, les couches les plus superficielles ont été enlevées pour servir à d'autres constructions, eh bien si vous voulez les pyramides ont été en quelque sorte épluchées. Oui. Dernière question avant de revenir au général Bonaparte et à votre roman Sultan Bonaparte. Les pyramides ne servaient que de tombeaux ? Non.
Je ne pense pas, et tout le monde a dit, et quand je dis tout le monde, c'est pas seulement Pierre Crozat, mais il semble que les pyramides soient premièrement des lieux de culte, et donc ce culte s'est prolongé très longtemps, c'est ce qu'on appelait les Sabéens, et donc il y a eu des pèlerinages de tout le monde païen vers les pyramides, jusqu'assez tard dans l'histoire, même au début de l'Empire romain et après. Et deuxièmement, les pyramides étaient en quelque sorte des cadrans solaires qui étaient disposés de telle manière qu'elles pouvaient permettre de donner non seulement l'heure, mais également le jour de l'équinoxe avec une précision d'environ 12 heures. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que la pyramide a des parois, comme toutes les pyramides, elle en a 4. Et la pyramide sud, le jour de l'équinoxe, donne un phénomène très bizarre qu'on appelle l'éclair. C'est-à-dire que cette espèce de façade en forme de triangle à une hauteur qu'on appelle l'apotème, et donc les deux parties de ce triangle forment un angle très faible. Tu vois que c'est légèrement, en quelque sorte, creux, et quand le soleil se lève donc rigoureusement à l'est le jour de l'équinoxe, il va éclairer dans un premier temps, puisqu'il se déplace légèrement vers le sud-est, sud, etc., il va éclairer d'abord la partie gauche de la façade sud, qui va être éclairée alors que la partie droite reste dans l'ombre, et c'est seulement au bout de quelques minutes que la totalité de la façade s'éclaire. Et donc ce phénomène très particulier qui a lieu 2 fois par an se produit toujours pile au moment de l'équinoxe. Ce qui est tout sauf un hasard, nous sommes bien d'accord. Ah bon, non, c'est certainement pas un hasard. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qui non seulement singularise les pyramides, mais encore tout spécialement la grande pyramide. Alors là, écoutez-moi bien, le périmètre de la base de la pyramide a la même longueur qu'un cercle qui aurait pour rayon la hauteur de la pyramide. Et ceci n'est possible que si la pente de la pyramide est de 51 degrés 51 minutes, ce qui veut dire que les Égyptiens connaissaient la valeur de pi. Donc, pi se trouve dans la grande pyramide. Il est caché, si vous voulez, dans la conception même. Et des découvertes comme ça, on en fait. Par exemple, la pente des galeries qui cheminent à l'intérieur de la pyramide, parce que les Égyptiens utilisaient non pas un système de rapporteur, mais ils définissaient les angles par leur cotangente. C'est-à-dire, pour parler clairement, que la cotangente, si vous voulez, c'est la manière dont vous vous déplacez, la distance dont vous vous déplacez en hauteur quand vous avancez dans la pyramide. Si vous avancez de 2 mètres et que pour vous, vous avez descendu d'1 mètre en même temps, eh bien la cotangente est donc de 2 et ça permet de définir un angle très précis. Voilà, le rapport entre les deux, oui. Voilà, et donc tout ceci est très mathématique et très rigoureux, et on s'aperçoit donc que les Égyptiens avaient une connaissance... tout le monde sait d'ailleurs qu'ils ont fondé la trigonométrie, c'est-à-dire la manière de calculer les angles des triangles rectangles. Ouais. Et en revenant donc de cette aventure de pyramide, on s'aperçoit d'ailleurs même avant que le général Bonaparte était finalement absolument pas mauvais dans la maîtrise de l'art de la guerre, y compris sur mer. Eh bien, écoutez, en tout cas, il avait cette prétention. Oui. Il avait cette prétention, et les marins de l'époque, évidemment, ne partageaient pas cette opinion, parce que Bonaparte prétendait que le combat naval, c'était la manière de bien utiliser son artillerie, et donc il ramenait ça à un problème déjà connu, comme font les bons mathématiciens, n'est-ce pas ? Il s'agit toujours de ramener le problème à un problème qui a déjà sa solution. Tout à fait. Et il disait qu'avec l'artillerie, il fallait commander, enfiler ou prolonger l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Commander, ça veut dire que vous avez l'avantage de la portée parce que vous êtes souvent un petit peu plus en altitude. Enfiler, ça veut dire qu'avec le même boulet, vous atteignez, vous tuez plusieurs soldats. En enfilade. Voilà, parce qu'ils sont en enfilade, en file. Ouais. Et puis le tir de prolonge, c'est un tir qui consiste à ouvrir le feu sur l'ennemi en courant parallèlement à lui, c'est-à-dire en le dépassant, en allant plus vite que lui, mais parallèle à lui, et à ouvrir le feu quand on arrive à sa hauteur. C'est ce qu'on appelle le tir de prolonge. Alors Bonaparte, pensait que c'était facile. Et il a été malheureusement un peu conforté dans cette opinion par le fait que l'expédition d'Égypte, jusqu'à ce qu'il débarque, s'est très bien passée. Il a réussi à réunir sa flotte sans que les Anglais puissent s'y opposer. Il leur a échappé. Sans que Nelson puisse lui tomber dessus. Oui, parce que Nelson était un gaillard un petit peu nerveux. Et si vous voulez, il s'est pas aperçu d'une chose, c'est que Bonaparte était derrière lui. C'est-à-dire le seul endroit où il n'avait pas cherché. Excellent, évidemment. Oui. Et alors...
Dites-moi, parce que le temps tourne malheureusement et nous allons devoir nous séparer. Pour élargir la discussion à la vie de Napoléon Bonaparte, elle recèle, en plus de cette campagne égyptienne qui est extrêmement intéressante parce que évidemment sur un sol mythique gorgé d'histoire, mais recèle-t-elle d'autres mystères? Écoutez, oui, il y a eu plusieurs mystères dans la vie de Bonaparte qui n'en manquent pas, et en particulier, si vous voulez, le mystère de sa réussite, tout simplement. Donc, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Bonaparte a toujours cru qu'il était, en quelque sorte, l'homme de la Providence. Et il y a été conforté dans une certaine mesure par la campagne d'Égypte, parce que c'est dans cette campagne qu'à plusieurs reprises, il a couru des risques physiques très importants, plus que partout ailleurs, et à chaque fois, miraculeusement, il s'en est sorti. Je résume. Il débarque à Alexandrie, on lui tire dessus, il est blessé uniquement, mais légèrement et superficiellement, à la jambe. À un moment, il manque d'être enlevé par la cavalerie mamelouk, et par un hasard, il leur échappe. Après la bataille des pyramides, il va visiter ce qu'on appelle les fontaines de Moïse à côté de Suez, et il manque de se noyer. Et après, dans la campagne d'Égypte, tenez-vous bien, à 2 reprises, il a failli être tué. À un moment, au siège, donc un petit peu avant l'arrivée à Saint-Jean d'Acre, un colonel à côté de lui s'écroule d'une balle dans la tête. Et au siège de Saint-Jean d'Acre, eh bien, il a failli être enseveli par un obus. Et donc, Bonaparte en a retiré l'opinion que, si vous voulez, il était programmé pour une mission historique, et que tant que cette mission ne serait pas accomplie, eh bien, il survivrait à tous les obstacles. Et votre opinion sur la mort donc à Sainte-Hélène de Napoléon Bonaparte et son empoisonnement progressif? Alors écoutez, j'en ai parlé avec mes amis de la Fondation Napoléon et j'avoue qu'ils sont très sceptiques sur cette histoire d'empoisonnement. C'est son médecin qui aurait introduit petit à petit comme ça des doses infinitésimales, c'est ça la théorie, hein, Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on aurait mis petit à petit, vous savez, c'est l'empoisonnement napolitain dont d'ailleurs le général Dumas, père, va faillir mourir, et d'ailleurs il en restera malade toute sa vie. C'est-à-dire qu'on vous met une petite dose de poison tous les jours dans votre café, et puis vous mettez 1 mois à mourir et personne ne sait que vous avez été empoisonné, on attribue ça à une maladie. Alors, donc, il faut toujours reprendre le fameux adage policier à qui profite le crime, et le crime aurait profité donc essentiellement aux Français et aux Bourbons. Or, si vous voulez, l'agent français à Sainte-Hélène n'a jamais pu approcher l'empereur, il n'a jamais pu le voir. Donc cette hypothèse ne me paraît pas, à mon avis, tout à fait fondée. En revanche, il y a bien un mystère médical autour de la mort de Napoléon Bonaparte. On n'a jamais très bien compris de quoi il était mort. Donc la thèse classique, c'est le cancer de l'estomac. Mais quand on l'a autopsié, on s'est aperçu qu'il était toujours très gras. Or, comme tout le monde devrait le savoir, quand on meurt d'un cancer, on est toujours extrêmement maigre. Le terme médical est cachectique, c'est-à-dire une espèce de maigreur extrême. Et donc, c'est pas du tout le cas de Napoléon Bonaparte quand il est mort. Donc, votre opinion sur ce dernier mystère qu'il laisse? Alors, j'ai pas de solution. J'ai pas trouvé de solution à ce mystère. Je ne crois pas à la thèse de l'empoisonnement qui ne me paraît pas suffisamment fondée, et je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas vous dire de quoi est mort Napoléon Bonaparte, de quelle maladie il est mort et pourquoi il est mort. Dernière chose pour conclure, j'ai trouvé ça très intéressant et je l'ignorais. Selon comment s'appelle un des protagonistes, chaque pyramide des 3 pyramides du plateau de Gizeh, donc Képhren, Mykérinos et Khéops, c'est ça, je me trompe pas, c'est tout à fait ça. Est gardé par un esprit différent. Oui, c'est ça. C'est très joli, ça. J'ai trouvé ça très poétique. Ah oui, alors il y a tout un tas de mystères autour de la grande pyramide. On pense que des esprits veillent sur ces pyramides, et donc alors il y a un des esprits qui est en particulier une femme nue très belle. Et alors j'ai mis à profit cette petite légende parce que dans mon roman Marmont, l'aide de camp de Bonaparte est amoureux d'une belle Vénitienne qui lui a donné une bague mystérieuse qui d'ailleurs sert de fil rouge à tout mon roman, et imaginez-vous que sur le chaton de cette bague se trouve le même tétragramme mystérieux que au-dessus de la porte de la grande pyramide. Intéressant.
On va arrêter là-dessus parce que là, justement, on s'arrête sur un suspense. C'est ce qu'il faut faire. C'est toujours ce qu'il faut faire. Merci beaucoup en tout cas Philippe Bornet de m'avoir accordé cette heure de votre temps. Je rappelle le titre de votre roman publié aux éditions Édite, donc Sultan Bonaparte. Et puis je rappelle également l'autre livre pour lequel je vous avais reçu, qui est publié lui aux éditions Guy Trédaniel, qui s'appelle Sanguis Christi, une étude très intéressante avec Gérard Lucotte sur la tunique d'Argenteuil. Des projets en cours, Philippe Bornet? Oui, il y en a toujours, mais là j'ai un projet dont j'ai parlé à Monsieur Vincent Wackenheim l'autre jour, qui a l'air de retenir son attention. Je voudrais écrire un traité un petit peu humoristique sur l'absurdité, un essai qui aurait, je pense, une certaine pertinence, mais qui en même temps serait une occasion de se détendre et de rire de nos propres absurdités. Bon, très bien. Écoutez, on attend ça avec impatience. Écoutez, je prends date. En tous les cas, Sultan Bonaparte est à se procurer vraiment 20 € le prix du roman, ce qui est extrêmement correct. C'est aux éditions Édite. Merci beaucoup Philippe Bornet. Merci. Bonne soirée à vous. Dans quelques instants, la seconde partie de l'émission avec le magazine Nexus et un dossier très très intéressant. Est-ce qu'il existait déjà bien avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb des routes même franchement commerciales entre le continent américain, l'Asie et l'Afrique? C'est ce que nous allons découvrir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.